Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce 92e webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Charles Defouchier. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Manon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue parmi nous. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est très important. Hein, on ne va pas se mentir, qui est Bien comment sûr. recruter des collaborateurs engagés. Donc, vous êtes leader jardinier chez Perfum. Alors, c'est vrai que on reviendra un petit peu dans quelques instants sur cette appellation pas si commune que ça. Oui, ok. Juste avant, je vais présenter le sommaire et les modalités du webinaire. Donc, ce webinaire durera 45 minutes, comme tous les webinaires Parlons RH. Et il sera composé de 3 temps forts. Donc, dans un premier temps, on verra de quoi on parle quand on parle d'engagement, qu'est-ce que l'engagement, etc. Ensuite, dans un deuxième temps, on verra pourquoi c'est important aujourd'hui pour les entreprises de recruter des collaborateurs engagés. Et puis, enfin, dans la troisième partie, on verra les champs d'application, c'est-à-dire les solutions qui peuvent être mises en place pour bien effectuer des recrutements de collaborateurs engagés. Chacune de ces 3 parties sera suivie de temps d'échange avec vous pour répondre à toutes vos questions. Donc, je vous invite à utiliser les outils d'interaction à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat dans un premier temps, qui se trouve juste en bas de l'écran à droite, pour vous présenter et puis interagir entre vous pendant toute la durée du webinaire. En revanche, si vous avez des questions à poser à Jean-Charles, je vous invite plutôt à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat, puisque c'est là qu'on viendra piocher les questions au fur et à mesure du webinaire. J'en profite parce que je sais que cette question revient très fréquemment dans les webinaires. Donc, la présentation sera disponible, et téléchargeable, ainsi que le replay à la fin du webinaire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, Jean-Charles, comme j'en ai parlé juste un petit peu avant, donc vous êtes leader jardinier chez Perfum. C'est ça. Donc, leader jardinier, on n'entend pas ce terme tous les jours. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est intriguant. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est? Oui, alors ça fait 10 ans que je suis engagé pour parler du leader jardinier et puis transformer un peu les pratiques managériales dans les organisations. Alors le concept de leader jardinier, leader c'est la personne qui va poser une vision et créer un environnement sécurisant avec un minimum de cadre pour permettre aux personnes de bien s'épanouir. Et après, la métaphore du jardinier, le manager va se mettre au service de ses équipes pour bien faire grandir les plantes. Les plantes, en fait, on ne peut pas tirer sur les tiges des plantes pour qu'elles grandissent. Voilà. Ce que peut faire le jardinier, c'est créer un environnement favorable, un arrosage adéquat, un positionnement soleil-ombre adéquat, une terre qui convient bien. Voilà, des plantes aussi avec lesquelles elles peuvent bien se croître et se développer. Voilà, c'est le concept du leader jardinier. Voilà, le leader jardinier, c'est celui qui va créer un environnement favorable pour que tous ses collaborateurs révèlent tous les talents qu'ils ont en eux. Voilà. Leur plein potentiel. Leur plein potentiel, exactement. C'est une très belle métaphore et un beau message également. Merci. Et alors, donc, chez Perfum, qu'est-ce que vous faites ? Alors nous, on a plusieurs domaines d'expertise. Un premier domaine d'expertise, c'est l'executive search, d'où le thème que nous avons aujourd'hui. Hein. On va aussi avoir un autre domaine d'expertise sur tout ce qui est développement des projets professionnels, outplacement. On va aussi avoir un domaine d'expertise sur le développement du leadership. Et puis aussi, on est très actif sur la partie formation, développement des soft skills, cohésion d'équipe. Voilà, c'est nos domaines de prédilection. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Charles. Alors, sur la présentation, je vois que vous avez 26 cabinets d'experts RH sur le territoire français. Tout à fait. 52 collaborateurs, mais aussi que vous êtes distributeur de Profiles International. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Profile International, c'est un des leaders mondiaux des systèmes d'évaluation. Et sur la France, nous représentons ce leader mondial pour développer l'expertise sur ces outils. Il y a une plateforme d'assessment de 7 outils chez Profile International. Et voilà, nous développons donc l'expertise de ces outils dans les organisations et à la fois entreprises, mais aussi cabinet RH. Voilà.
Super. Et puis, dernière petite question avant de passer, de rentrer dans le vif du sujet. Vous avez fait parler de la belle métaphore du leader jardinier et d'aider les collaborateurs à développer leur potentiel. Qu'est-ce qui vous anime concrètement chez Perform? Alors, chez Perform, vous l'avez compris, on est passionné de plusieurs choses, mais vraiment ce qui nous anime le plus, c'est bien sûr de développer l'engagement des collaborateurs, parce que on considère que la performance durable dans les organisations n'est possible que si les collaborateurs sont engagés. Donc ça c'est le premier point. On met vraiment l'homme au centre des organisations et des préoccupations et des sujets importants dans les organisations. Ça, l'homme et la femme sont vraiment au centre de tout dans nos perspectives. Voilà. Et puis la deuxième chose qui est effectivement très importante aussi pour nous, c'est que nous sommes engagés pour développer des organisations régénératives. Nous-mêmes, nous avons finalisé, pas plus tard qu'hier, notre parcours de la Convention des entreprises pour le climat. Voilà, et nous sommes en train de transformer notre business model pour le rendre plus régénératif. Et on a envie de partager cette passion à nos clients et à nos parties prenantes. Merci beaucoup Jean-Charles. Donc vous avez dit qu'une des choses qui vous animait le plus, c'était de permettre aux entreprises de recruter des collaborateurs engagés. Ça tombe bien parce que c'était le thème du webinaire du jour. Tout à fait. Alors, peut-être qu'on peut commencer ce webinaire par donner une définition de l'engagement pour être sûr que tout le monde parte avec les mêmes bases. Tout à fait. Voilà. Donc, je vous propose une définition de l'engagement que vous avez sous les yeux. Un salarié engagé se dévoue volontairement et de manière responsable à son travail. Donc, volontairement, c'est-à-dire que c'est la métaphore du leader jardinier. C'est lui qui va grandir, qui va révéler son potentiel. Voilà. Donc, c'est lui qui va développer de l'engagement par lui-même, voilà, et de manière responsable, parce que c'est en toute responsabilité qu'il va le faire. Ça va avoir un impact auprès de ses équipiers, auprès de son équipe, auprès de l'ensemble de l'organisation. Voilà, et il va développer des actions qui vont bien au-delà de ce qui est prévu dans le contrat de travail. Il est prêt à surinvestir de son temps pour faire réussir l'organisation et son équipe. On remarque que dans ces profils-là, il y a plus de créativité, il y a plus de nouvelles idées qui fleurissent. Voilà, on a en général un impact supérieur dans l'organisation grâce à ces personnes. Alors, ce qu'il y a d'important à noter, on peut faire un focus sur 2 points. Pour les organisations, permettre d'avoir des salariés engagés. Il y a 2 points majeurs qui sont importants à mettre en avant. Le premier, c'est de responsabiliser les personnes et de les rendre autonomes pour leur donner un espace de développement et d'épanouissement. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, bien sûr, c'est de positionner les bonnes personnes au bon poste par rapport à la culture d'entreprise, par rapport aux spécificités du poste, parce que voilà, tout le monde peut être efficient et efficace dans un poste, mais tout le monde ne va pas être efficace dans tel ou tel poste. Voilà. Il faut vraiment porter attention à la cohérence entre le profil de la personne et le profil du poste où il va exercer. Voilà. Et c'est sur ce deuxième sujet où on va concentrer aussi notre attention. Et l'engagement, c'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui dans l'actualité. C'est un des enjeux principaux des ressources humaines. On entend beaucoup parler ces derniers temps des engagements, etc. Et justement, vous vouliez nous partager un classement qui explique que la France est 36e en termes d'engagement au classement européen. Oui, tout à fait. Donc, l'étude de Gallup de 2023 sur les questionnaires de 2022, c'est les dernières datas qui sont disponibles pour l'étude Gallup, nous positionne au 36e rang en Europe. Il n'y a qu'un pays qui fait moins bien que nous, c'est l'Italie. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a quand même un sujet là-dessus. Voilà. Et il n'y a que 7% de personnes dans les organisations en France qui sont engagées, d'après cette étude. La moyenne européenne est à 13%, la moyenne mondiale est à 23%. Donc, vous voyez qu'on a un grand chemin à parcourir sur ce sujet.
Merci. Alors, si vous avez des questions sur cette première partie à poser à Jean-Charles, n'hésitez pas à les poser dans la boîte à questions. On va les prendre juste après, sinon on passera à la suite. Moi, j'ai une petite question par rapport à ce que vous venez de dire. 36e, c'est vrai que c'est assez faible comme classement. Selon vous, qu'est-ce qui explique qu'on soit classé aussi bas? Je pense qu'il y a plusieurs explications. Ce qu'on peut mettre en avant, c'est que en général, en France, on a une organisation un peu plus structurée, avec plus de niveaux hiérarchiques que la moyenne mondiale. Donc, ça laisse peut-être un peu moins d'espace d'épanouissement aux personnes. Voilà, ça, je pense que c'est un premier sujet. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est effectivement la place de l'homme et le développement de l'homme et de la femme dans les organisations. Ça, c'est un sujet aussi sur lequel on peut certainement travailler dans les organisations en France. Oui. Merci beaucoup. Alors, si vous n'avez pas de questions pour le moment, je propose de passer tout de suite à la deuxième partie. Donc, dans cette partie, on va voir pourquoi est-ce que les entreprises ont tout intérêt à recruter des collaborateurs engagés, pourquoi c'est un sujet qui est important. Donc, Jean-Charles, je crois que vous avez des chiffres clés à nous partager. Oui, on voit bien que l'engagement a des impacts majeurs pour les organisations. Hein. Vous voyez qu'on a une hausse de productivité de 17% dans les structures où un engagement est fort. On a une baisse des problèmes de qualité de 40%. La profitabilité est en moyenne supérieure de 27%. Et puis, on a une baisse du turnover de 24%. Donc, ça, c'est des critères de performance qui sont intéressants à noter. Voilà. Et puis, j'ai envie aussi de mettre en lumière l'impact de l'engagement sur deux autres sujets, des sujets qui nous tiennent à cœur, comme vous le savez. Voilà, l'homme et la femme dans les organisations. Voilà, quand il y a des personnes qui sont engagées dans les organisations, eh bien, ces personnes-là vont être à l'aise dans l'organisation, elles vont s'épanouir, il va y avoir de la qualité de vie au travail, elles vont générer de la qualité de vie au travail autour d'elles. Voilà. Et puis, les personnes engagées également vont avoir un impact favorable au niveau de la planète. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est absolument nécessaire qu'on raisonne non plus en termes de croissance volumique, mais qu'on raisonne en termes d'efficience pour le bien de la planète. Et c'est vrai que les personnes engagées vont développer plus d'efficience, à la fois pour eux, mais vont aussi rechercher plus d'efficience pour leur organisation. Et tout ce qui est efficience sera bon pour la planète. Merci. Ça, on revient un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à votre définition du fait que un collaborateur engagé, il va avoir plus tendance à mettre en place des actions pour améliorer les conditions de l'entreprise. Exactement. Notamment RSE, etc. Exactement, tout à fait. Très bien. Alors, et au contraire, parce que là on vient de voir un petit peu les bénéfices, donc au contraire, quels sont les risques pour les entreprises à pas recruter des collaborateurs engagés ou alors à pas mettre l'engagement au cœur du bien-être des collaborateurs, etc. Alors, les risques, ils sont nombreux. Bien sûr, on peut parler de performance économique inférieure, on peut parler de problèmes de qualité de vie au travail, on peut parler de risques psychosociaux, on peut parler bien sûr de démission, de départ, de turnover, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Et puis, voilà, c'est vraiment tous ces sujets-là qui peuvent être générés par un niveau d'engagement faible dans les organisations. Et puis, il y a aussi un risque financier, me semble-t-il, puisqu'un recrutement raté, ça coûte de l'argent. Voilà, exactement. Donc, on dit que, voilà, on a parlé de démission, de turnover important. Voilà, quand on recrute quelqu'un et que la personne finalement ne reste pas pendant la période d'essai, pour telle ou telle raison, voilà, ça a un coût pour les organisations, hein, vous le savez bien. Ça a un coût parce que on a payé un salaire, on a formé une personne, on a aussi des collaborateurs qui se sont attachés à cette personne. Donc, il y a plein de coûts cachés aussi qui sont importants à mentionner. Hein.
donc le moral de l'équipe qui peut baisser parce que voilà, il y a une personne qu'on aimait bien qui part. On a aussi la marque employeur qui peut souffrir d'un nombre de départs important dans l'organisation. On a aussi la vision qu'ont les personnes de l'organisation de leur service RH, parce que quand il y a trop de départs pendant la période d'essai, ça peut ternir la vision que les personnes ont de leur service RH. Voilà. Donc, il y a plein de coûts cachés qui sont aussi importants à mentionner pour mettre en lumière ce sujet important de l'engagement des collaborateurs et l'enjeu de recruter des personnes qui, derrière, vont avoir un bon engagement. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques questions. On a Marie qui pose une question. Dans le process de recrutement, comment est-ce qu'on mesure l'engagement du collaborateur? Bon, alors, on parlera de ça un peu plus dans la troisième partie, mais peut-être que vous voulez déjà dire un mot dessus. Alors, oui, je vais vous proposer quatre éléments importants hein, pour mesurer, enfin pour s'assurer qu'il y aura un maximum d'engagement du collaborateur. Hein. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a un sujet dont on peut déjà mentionner. Hein. C'est le fait que il y a une cohérence très forte entre le why de l'organisation et ce que veut aussi quel est le sens que la personne veut donner à son travail et quel sens il veut donner à son activité professionnelle. Voilà. Ça, quand il y a cohérence entre les deux, c'est source forcément d'engagement. Et puis, il y a aussi la notion de performance, de prédictivité de la performance du collaborateur qui est importante. Voilà. Et on va creuser ces sujets tout à l'heure. Mmh. Et puis, il y avait aussi une autre question sur peut-être ce qui peut être une sorte d'injonction entre, voilà, quand on parle de collaborateurs engagés, on dit des collaborateurs qui vont investir de leur temps, qui vont mettre en place des choses pour l'entreprise, qui sortent un peu de leur fiche de poste. Et puis, en même temps, il y a cette envie d'avoir un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Comment est-ce qu'on trouve justement cet équilibre-là? Alors, vous avez raison, c'est le risque hein, des personnes très engagées, c'est que il faut faire attention à ce que elles n'oublient pas de se protéger quand même, parce que on a des burn-out de personnes qui sont très engagées, parce que justement elles ont du mal à fixer les limites. Mmh. Et donc c'est à l'organisation aussi de faire attention. Avec des signaux d'alerte qui peuvent être manifestés, parce que des personnes très engagées peuvent avoir parfois du mal à fixer des limites dans leur investissement au sein des organisations. Mmh. C'est un risque, effectivement. Mais pour autant, est-ce que vous considérez qu'une personne engagée peut aussi être tout à fait au clair, enfin avoir un très bon équilibre entre la vie professionnelle et sa vie privée? Oui, je pense les deux ne sont pas incompatibles. Les deux ne sont pas incompatibles parce que, en fait, dans les organisations, il y a des moments où il faut délivrer plus parce qu'il y a des enjeux importants par rapport à telle ou telle échéance. Voilà. Et donc, les personnes engagées qui sont en capacité de mettre la surmultipliée parce qu'il y a un enjeu majeur là à l'instant T, au moment opportun, là, c'est très précieux. Après, ces personnes ne sont pas forcément… on peut être engagé sans être en surmultiplié constamment. Les personnes engagées qui sont bien équilibrées, c'est les personnes qui sont en capacité, justement, lorsqu'il y a des objectifs et des enjeux importants à certains moments, de s'investir plus que ce qui est prévu dans le contrat de travail. Mais il faut faire attention à ce que cet investissement supplémentaire ne se transforme pas en burn-out et en surchauffe permanente. Voilà. Et vous disiez justement que c'était à l'entreprise de aussi mettre en place certaines choses un cadre pour éviter ces débordements. Tout à fait, tout à fait. Et, par exemple, on peut mettre en place une personne ou un service qui va je dirais, recueillir les signaux d'alerte des personnes lorsqu'elles estiment ces personnes être en surcharge de travail ou des éléments comme ça. Voilà, ça peut, voilà, il y a des choses à faire
pour mettre un peu de protection par rapport au surengagement. Ok, merci beaucoup. Alors, on a une autre question sur la communication interne. Comment est-ce qu'elle peut intervenir dans l'engagement des collaborateurs? Est-ce qu'il existe des outils? Et puis, à quel moment est-ce que la communication interne doit le faire? La communication interne, pour moi, est fondamentale dans l'engagement, puisque il y a tout le why de l'entreprise que l'on va regarder tout à l'heure. Je vais donner quelques inputs sur le why de l'entreprise. Et tous ces éléments de why de l'entreprise, ce sont des éléments qui sont importants à communiquer, et à communiquer sans arrêt. Il faut communiquer sur les éléments du why de l'entreprise. Et ça, la communication a vraiment un rôle majeur pour porter ces messages. Et puis aussi les managers directement doivent être complètement imbus de tous ces éléments. Voilà, effectivement, la communication c'est très important qu'elle puisse délivrer ces messages. Avec quels outils? Il y a des journaux internes, il y a peut-être aussi mettre en place des cafés qui permettent aux personnes d'échanger entre eux sur ces sujets-là. Voilà. Et il y a plein d'outils de communication qui peuvent être mis en place, bien sûr, de la communication interne, externe. Voilà, tout ça, c'est des éléments importants à mettre en lumière. Oui. Merci beaucoup pour vos réponses, Jean-Charles. Merci également à vous pour vos questions. Donc, je vous propose de passer à la troisième partie, qui est les champs d'application. Donc, concrètement, comment est-ce que on recrute des collaborateurs qui sont engagés? Alors, je vous propose de faire un focus sur 4 points. Alors, bien sûr, en quelques minutes, on ne peut pas être exhaustif sur le sujet, mais je vous propose de regarder 4 points. Le premier point, le premier message que je voudrais dire, c'est de soigner son recrutement et de soigner sa méthode de recrutement à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est de prendre en compte le fait que toutes les méthodes de sélection n'ont pas la même valeur prédictive, validité prédictive. Qu'est-ce que c'est que la validité prédictive? La validité prédictive, c'est l'efficacité de la méthode de sélection. Donc, la première chose à regarder pour recruter quelqu'un d'engagé dans le futur, ça sera quelqu'un qui aura une bonne performance, parce que la performance nourrit l'engagement, bien sûr, et l'engagement nourrit la performance, c'est un cercle vertueux. Et donc recruter en utilisant des méthodes à validité prédictive importante, c'est un premier message clé. Toutes les méthodes de recrutement n'ont pas la même validité prédictive. Donc, vous voyez par exemple là que la durée de formation initiale a une validité prédictive de 0,10 et une faible validité prédictive. Voilà. Alors que si on regarde un peu plus loin, par exemple, les tests d'intérêt ont une forte validité prédictive. Et les tests d'intérêt, je fais un focus là-dessus, parce que les tests d'intérêt, ce sont des tests qui vont mesurer qu'est-ce que les personnes aiment faire dans leur travail, donc leur intérêt professionnel. Et quand il y a cohérence entre ce que les personnes aiment faire et le contenu du poste, à ce moment-là, on va avoir une motivation, une automotivation qui va se développer, et on va avoir l'engagement qui va se développer. Donc, mettre dans votre processus de sélection des validités prédictives fortes, des méthodes efficaces. Et puis, je fais un focus sur les intérêts, parce que c'est un élément majeur pour l'engagement des collaborateurs. Voilà. Après, vous voyez, il y a d'autres méthodes, assessment center, mise en situation, test de comportement, test de personnalité. Et puis, je vais peut-être faire un deuxième focus. Bon, bien sûr, il y a les entretiens de recrutement qui ont une forte validité, bien sûr. Et je me permets de faire un focus aussi sur les tests cognitifs, qui sont très, très bien positionnés en validité prédictive. Là, on va mesurer la capacité de la personne à raisonner, à appréhender des nouvelles situations, sa capacité d'apprentissage, sa capacité de raisonnement et sa capacité de résolution de problèmes.
Et ça a une validité prédictive qui est très très forte. Voilà. Et c'est souvent le cognitif, c'est souvent aussi le grand oublié des process de sélection. Donc le premier message clé, c'est choisir des méthodes de sélection qui soient prédictives pour prédire la performance future du collaborateur. Le deuxième message clé, donc c'est des messages clés que je vous donne qui sont tirés de recherche. Donc la première, c'est Schmidt et Enter. C'est une métasynthèse de plus de 100 ans de recherche. Ça fait plus de 100 ans qu'on fait de la recherche en la matière sur les méthodes de sélection. Le deuxième graphique que vous avez à droite, c'est tiré d'une autre recherche de Mike Smith. Là, ce qui a été établi dans cette recherche, c'est que un processus de sélection valide, et c'est un processus qui mixe des méthodes différentes. Donc, deuxième élément clé à garder en tête, c'est que pour avoir un processus de sélection efficace qui prédise bien la performance et l'engagement des collaborateurs, c'est de mixer plein de méthodes de sélection différentes, parce que plus on va regarder le candidat de différentes manières, plus on va avoir d'informations complémentaires et plus on va être efficace dans sa sélection. Ça, c'est les deux premiers messages que je voulais délivrer. Merci beaucoup. Alors, pour revenir au premier message sur les validités, la validité prédictive et les méthodes, différentes méthodes de sélection. Donc, sur la petite image, si on peut dire ça comme ça, il y a 4 items qui sont en vert alors que les autres sont en bleu. Oui. Qu'est-ce qui explique cette différence de couleur? Alors, ces 4 items, vous les retrouvez à droite en test de personnalité, test de capacité, c'est la partie cognitive, test d'intérêt et test de correspondance. Et puis, bien sûr, vous avez aussi les entretiens qui est la première ligne. En fait, aujourd'hui, vous avez des outils d'assessment qui permettent d'incorporer dans votre process de sélection toutes ces briques. Et donc là, en incorporant toutes ces briques dans votre process de recrutement, vous allez faire un gap très, très important en termes de validité prédictive de votre process de recrutement. Nous, chez Perform, on utilise un système qui utilise toutes ces briques-là. Et voilà, je vous en parlerai un peu plus tard dans notre webinaire. Merci beaucoup. Alors, juste de cette slide, en fait, elle montre un peu que ces différentes méthodes de sélection, ça s'éloigne un petit peu des critères plus classiques de recrutement qui se reposent en grande majorité sur l'expérience professionnelle et puis le niveau de diplôme, etc. Alors que c'est pas forcément ce qui va faire qu'un collaborateur va se plaire et va correspondre à l'entreprise. En fait, effectivement, vous voyez que dans ce graphe, on retrouve toutes les méthodes de sélection classiques, les critères de formation, les critères d'années d'expérience, bien sûr les entretiens, l'analyse du parcours professionnel, etc. L'analyse des compétences techniques qu'on retrouve bien sûr dans les années d'expérience et puis dans l'entretien de recrutement. Donc, tout ça, c'est des méthodes classiques de recrutement qui sont très intéressantes et indispensables à déployer. Mais là, je veux faire un focus complémentaire en disant attention, il y a d'autres méthodes qui sont aussi très, très utiles, surtout lorsqu'on parle d'engagement et notamment les intérêts professionnels et le cognitif qui sont souvent oubliés. D'accord. Et ensuite, donc, vous allez nous parler du why. Qu'est-ce que c'est le why? Voilà, donc le troisième point sur lequel je voulais insister aujourd'hui, c'est que pour recruter des collaborateurs engagés, il faut que le why soit un critère majeur de sélection. C'est un critère majeur de sélection. Alors, qu'est-ce que j'appelle le why de l'entreprise? Il y a plusieurs éléments. Je vais faire un focus sur 4 d'entre eux. Il y a la raison d'être. La raison d'être, c'est qu'est-ce que mon organisation apporte à la société? Qu'est-ce qui manquerait à la société
si mon organisation n'existait pas. Enfin, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on peut mettre en valeur, c'est la raison d'y être. Alors, qu'est-ce que c'est que la raison d'y être? La raison d'y être, c'est qu'est-ce qui fait que des collaborateurs qui ont 10 ans, 15 ans d'ancienneté se plaisent dans votre organisation, sont toujours engagés et sont très promoteurs et très productifs et très efficients dans votre organisation. C'est ce que j'appelle la raison d'y être. Et ça, on peut travailler dessus en interrogeant donc les collaborateurs qui ont 10, 15 ans d'expérience et qui font preuve d'un bel engagement. Ensuite, il y a les valeurs. Les valeurs d'entreprise, elles existent de toute manière. Qu'on les ait formalisées ou pas formalisées, elles existent, ces valeurs d'entreprise. Donc, la question qui est là, c'est quelles sont les valeurs de l'entreprise. Donc, c'est quoi les valeurs? C'est les règles du jeu qui peuvent être dites ou non dites, qui sont importantes, les règles du jeu comportemental, hein, souvent, qui sont importantes à avoir en tête pour bien s'intégrer dans le collectif. Et donc, voilà, la question pour les organisations, c'est quelles sont les valeurs dites ou non dites, hein, à mettre en lumière et à bien avoir en tête. Voilà. Il y a un autre point qui est important aussi dans le why, c'est la vision. Voilà. C'est quelle aventure, la vision, c'est quelle aventure on veut vivre tous ensemble. Quelle aventure on veut vivre à l'horizon entre 5 et 10 ans. Voilà. Qu'est-ce qui nous anime dans notre collectif et quelle aventure on veut vivre. Et puis, il faut surtout pas oublier les enjeux RSE. Quel est l'engagement RSE de ma société? La dernière étude de Xerfi sur le champ des cabinets de recrutement, hein, a bien mis en lumière qu'aujourd'hui, l'engagement RSE est un critère majeur de choix pour les candidats. Donc, où est-ce que mon organisation en est dans son engagement RSE, sur le sujet de la RSE, comment on travaille le sujet, comment on communique sur le sujet, on revient au sujet de la communication, comment on travaille en interne pour que ça produise vraiment des effets. Voilà. L'engagement RSE est vraiment un sujet majeur du why des entreprises aujourd'hui et d'un élément majeur pour développer l'engagement futur des collaborateurs. Voilà. Donc moi, ma préconisation, c'est de réfléchir à tous ces points. Peut-être ils ne sont pas formalisés, mais en tout cas, on peut travailler déjà dans la partie recrutement à réfléchir à quelques points majeurs, même si tout n'est pas formalisé de manière consistante, pour derrière le communiquer et en faire un critère et questionner les candidats sur tous les sujets que l'on vient poser là, sur le why de l'entreprise, pour s'assurer que la personne, elle sera bien en adéquation avec le why de l'entreprise et qu'il n'y aura pas de surprise derrière. Ne pas parler du why de l'entreprise, c'est très risqué en termes d'engagement futur. Mmh. Donc ça c'est le troisième point. Et puis il y a un quatrième point hein, qui est le onboarding. Alors le onboarding, c'est un sujet très très important parce que voilà, en général l'engagement des collaborateurs au départ est plutôt important et puis il peut très vite s'éroder et le onboarding est très très important parce que c'est dans cette période-là où l'entreprise va confirmer, entre guillemets, toutes les promesses qu'elle a faites et les engagements qu'elle a pris lors du recrutement. Et lorsqu'il y a une déception qui arrive rapidement derrière l'embauche, parce que les promesses qui ont été tenues lors de l'entretien ne sont pas là, eh bien, on a un basculement qui peut s'opérer très, très vite dans l'engagement des collaborateurs. Donc, le onboarding est vraiment un sujet fondamental. Alors, je vous propose d'aller regarder au niveau du onboarding 4 sujets. Le premier sujet, c'est le sujet du leadership du futur responsable hiérarchique. Hein. Voilà, quel est son leadership? Est-ce que dans son leadership, il va être un leader jardinier, c'est-à-dire que est-ce qu'il va prendre soin du collaborateur qu'il va recruter, hein. Les Américains utilisent le terme du WIFIM. Hein. Les collaborateurs sont très soucieux de ce WIFIM. Le WIFIM, c'est quoi? C'est What's in it for me? Toi, mon supérieur hiérarchique, mon manager, dans tous tes projets,
quels sont les bénéfices que moi je vais pouvoir en retirer. Voilà. Et voilà, un manager qui veut engager ses collaborateurs, eh bien, il doit réfléchir constamment au WIFIM. Comment je vais faire en sorte que dans les projets que je développe, eh ben, il y a une part qui va cultiver la richesse humaine, c'est la baseline de performance. Voilà. Donc ça, c'est la notion de leadership. Le deuxième point qui est aussi très important, c'est la relation manager-manager. On sait très bien qu'il y a pas mal de périodes d'essai qui sont rompues parce que finalement, le manager et le manager n'ont pas pu bien s'entendre. Voilà. Et donc, quelles sont les caractéristiques comportementales de la personne que je recrute? Quelles sont mes caractéristiques, moi, en tant que manager, mes caractéristiques comportementales? Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui se rejoignent? Et ça va permettre de prendre du plaisir à travailler ensemble. Est-ce qu'il y a des caractéristiques qui sont un peu décalées? Où là, ça va être bon pour la complémentarité de l'équipe, mais il peut y avoir un peu de poil à gratter par rapport à ces décalages de comportement. Et donc, aller regarder ces décalages de comportement pour mieux les comprendre, pour mieux les accepter, pour mieux travailler ensemble et pour avoir une équipe qui soit complémentaire, c'est vraiment un sujet très, très important à aller regarder. Et puis, le dernier point, c'est le sujet par rapport au collectif. Comment la personne va s'intégrer dans le collectif. Dans le collectif, vous allez avoir des comportements qui vont être des comportements dominants. Et par rapport à ces comportements dominants, comment se situe la personne? Est-ce qu'elle est en phase avec ces comportements dominants ou est-ce qu'elle est décalée? Je vais prendre un exemple. J'ai fait un recrutement au sein d'un CODIR et j'ai pu noter, grâce à notre outil d'assessment, que la personne que j'intégrais était élevée en sociabilité et que l'ensemble des modes du CODIR n'étaient pas très élevés en sociabilité. Voilà. Et donc, ça pouvait, et ça commençait à poser quelques questions, voilà, par rapport à la personne qui se sentait décalée par rapport au collectif. Voilà. Et en posant ça sur la table et en demandant à chacun de faire des ajustements et d'avoir une meilleure compréhension dans le fonctionnement mutuel et dans le fonctionnement du collectif, ça a permis de lever toutes les ambiguïtés, voilà, et tous les non-dits qu'on peut avoir lorsque on ne connaît pas bien quand on se connaît pas bien dans un collectif. Voilà. Donc, une personne engagée, voilà, c'est une personne qui s'entend bien, qui a de bonnes relations dans le collectif, c'est une personne qui a de bonnes relations avec son supérieur hiérarchique et c'est une personne qui est en cohérence, qui voit quelle est l'utilité de son job par rapport au sens global, au why global de l'entreprise. Si vous réussissez à créer, lors de votre process de recrutement, d'analyser ces trois types de relations et ces trois types d'interactions, eh bien, vous optimisez les chances d'avoir quelqu'un d'engagé dans la durée. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup de questions, donc on va essayer de toutes y répondre, mais on verra en fonction du temps. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à voter sur les questions qui vous intéressent le plus. Comme ça, voilà, on pourra établir un petit ordre de priorité. Donc, je crois que la majorité des questions reposent quand même sur cette slide, sur les différentes méthodes. Donc, je ne suis pas surpris de ça. Oui. Ça interpelle beaucoup à chaque fois que je la présente. Oui, ben, c'est intéressant. Donc, la première question concerne le test de correspondance dont vous parliez tout à l'heure. Donc, concrètement, quel outil existe pour faire ce test de correspondance? Alors, il y a beaucoup d'outils. Nous, on utilise l'outil le plus complet qui est le PXT Select, qui est un outil qui va c'est un outil où il y a 6 questionnaires. Voilà. Il y a un questionnaire d'intérêt, il y a un questionnaire de personnalité et il y a 4 questionnaires cognitifs. Voilà. Et il y a la possibilité aussi d'élaborer des modèles de performance. Donc ça, c'est un outil très élaboré. Après, vous avez d'autres outils qui sont bien connus. Vous avez le PAPI, vous avez le SOSI, qui sont très utilisés en recrutement. Vous avez aussi Performance, qui est un outil très utilisé en recrutement. Voilà. Donc vous avez plusieurs outils qui vous permettent d'aller visiter toutes les zones vertes que j'ai mentionnées. Voilà. Merci.
Alors, question suivante. Alors oui, c'est vrai que parfois les process de recrutement, ils peuvent un peu s'éterniser. Qu'est-ce que vous en pensez? Et selon vous, quel est le nombre idéal d'étapes? Si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est une très bonne question. Il faut soigner la réactivité du process de recrutement. Et c'est pour ça que c'est une réflexion globale et une stratégie globale à bien avoir en tête. Nous, ce que l'on rencontre dans beaucoup d'organisations, Les excuses, pardon, mais il me semble qu'il y a eu un petit problème technique. Je crois qu'on a perdu Internet à un moment, donc il y a potentiellement une petite coupure. Il me semble que tout est revenu. Mais alors, juste pour le temps de cette coupure, donc, on parlait des étapes de recrutement, du nombre d'étapes qu'il fallait, et aussi de comment est-ce qu'on mesurait l'intérêt, les outils. Donc peut-être, est-ce que très rapidement, en 1 minute, on peut résumer. Oui. C'est pas évident comme question. Mais... D'accord. Je vais le faire encore plus court alors. Vous aimez bien me challenger, hein? Oui, j'adore. Il n'y a pas de souci, on va le faire en 1 minute. Alors, donc, oui, les intérêts professionnels, il y a quelques outils qui développent ces intérêts professionnels, qui mesurent ces intérêts professionnels. Quand vous tapez sur Internet, regardez théorie de Hollande, tous les outils d'intérêt qui mesurent les intérêts professionnels sont pour la plupart bâtis sur la théorie de Hollande qui date de 1982. Cette théorie dit qu'il y a 6 intérêts qu'on peut retrouver dans le domaine professionnel, 6 intérêts majeurs, et les postes sont une combinaison de 3 ou 4 intérêts majeurs. Alors ces intérêts majeurs, je peux vous les lister, je les connais par cœur. Donc vous avez entreprenant, vous avez aide aux personnes, vous avez finance et administration, vous avez technique, vous avez créativité et vous avez mécanique. Voilà, ce sont les 6 intérêts majeurs. Mais sur Internet, vous allez facilement retrouver tout ça. Merci beaucoup. Bon, allez, comme il y a eu une petite coupure, on va prendre une dernière question. Dans le processus de recrutement, quels sont les mix optimaux des méthodes tests qui donnent les meilleurs résultats? Alors, moi, je vais vous donner ma conviction. Voilà, ma conviction, c'est que voilà, les 3 typologies de tests qui sont les plus prédictifs de la performance, ce sont les intérêts professionnels pour l'engagement et la motivation, ce sont les tests de personnalité et de comportement qui vont analyser comment la personne va se comporter, est-ce que ce comportement est en adéquation avec le poste à pourvoir et les comportements attendus du poste à pourvoir. On va aussi, sur le test du comportement, aussi pouvoir aller regarder si le comportement de la personne va être en adéquation avec les valeurs et avec le why de l'entreprise et la culture de l'entreprise. Donc, pour ça que les tests de comportement et de personnalité sont importants. Et puis, moi, je considère que, surtout pour les postes cadres, c'est très important d'aller regarder la partie cognitive parce que vous voyez que la validité et l'efficacité de ces méthodes sont vraiment très, très importantes. Et mesurer avec quelle agilité la personne va pouvoir s'adapter à des environnements changeants, va analyser les questions et va être force de proposition et va raisonner et va trouver des solutions nouvelles et innovantes. C'est particulièrement important dans notre monde qui bouge et qui change sans arrêt. Merci beaucoup Jean-Charles pour cette belle conclusion. Alors, le webinaire touche à sa fin. Donc, on pose toujours 2 questions à la fin des webinaires Parlons RH, le coup de com' et le coup de cœur. Donc, si vous voulez commencer par votre coup de com', nous vous écoutons. Alors, le coup de com' qui est en lien avec ce que j'ai dit, c'est l'outil d'assessment que l'on développe sur la France, de profil international, qui s'appelle le PXT Select et que nous, on utilise dans nos process de recrutement. Voilà, c'est un outil qui est très complet puisqu'il va traiter des intérêts, du comportement et du cognitif, comme je l'ai dit. Voilà. C'est un outil qui permet aussi d'élaborer les critères de performance d'un poste en fonction de la culture et du why de l'entreprise, ce qui est
effectivement très, très important. Et puis, c'est un outil, vous allez avoir 13 rapports différents. Donc, vous avez un rapport pour vous aider à mener des bons entretiens, un rapport de sélection. Vous avez un guide d'entretien dans ce rapport de sélection. Vous avez un rapport de coaching où vous allez pouvoir onboarder la personne en la développant, en cultivant sa richesse humaine. Vous avez un rapport manager-manager qui permet au manager de bien soigner sa relation avec son futur collaborateur. Et vous avez un rapport leadership qui permet au futur responsable hiérarchique de travailler aussi son leadership. Donc, vous voyez que voilà, c'est un outil qui est en totale cohérence avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure et qui est très, très, très puissant pour travailler l'engagement des collaborateurs dans le futur poste. Et vous avez le lien pour en savoir plus qui s'affiche dans le chat. Et donc, le coup de cœur. Oui, je me perds. Le coup de cœur, osons-le. Le coup de cœur, allons-y. Alors, le coup de cœur. Alors, bon, il fallait faire un choix. J'ai choisi de vous parler de la garantie candidat. Tout le monde connaît la garantie pour l'employeur. Les cabinets de recrutement, lorsque un candidat part pendant la période d'essai, eh bien, le cabinet de recrutement va recommencer le process sans facturer d'honoraires supplémentaires pour que l'employeur, le client puisse avoir recruté quelqu'un dans la stabilité. Voilà, donc ça, c'est la garantie pour l'employeur. Mais nous avons inventé la garantie candidat. Alors, qu'est-ce que c'est que la garantie candidat? C'est toujours dans l'optique de prendre soin des personnes et de cultiver la richesse humaine. Lorsque un employeur considère que la période d'essai n'est pas concluante et arrête la période d'essai, eh bien, nous nous engageons à travailler avec ce candidat pour le faire réfléchir et relire un peu toute cette expérience, pour l'aider à travailler son projet professionnel par rapport aux différentes possibilités d'orientation et par rapport aux différentes cultures d'entreprise qui lui conviendraient le mieux. Et puis aussi, on va le coacher sur quelques techniques de recherche d'emploi pour améliorer son efficience pour rebondir. Donc, j'avais envie de vous partager cette garantie candidat qu'on a inventée chez Perform et qui, je pense, est très importante pour prendre soin des personnes. Et pour les employeurs, alors bon, d'abord, chez Perform, grâce à tous les outils qu'on a développés, c'est des cas qui sont très rares que l'on déploie, mais c'est aussi pour l'employeur un très bon outil parce que ça développe sa marque employeur, c'est un sujet RSE très important. Voilà. Et puis, ça permet bien sûr d'attirer aussi les meilleurs candidats parce que ça donne une bonne visibilité de l'employeur, une bonne image de marque de l'employeur. Et donc, ça attire d'autant plus les bons candidats dans les organisations. Merci. Voilà le coup de cœur que je voulais vous partager. Et ben, vous faites bien parce que c'est une très belle initiative. Merci beaucoup, Manon. Merci beaucoup, Jean-Charles, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de partager ce webinaire avec vous. Moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci, Manon. Avec plaisir. Et merci à vous également d'avoir été présent. Désolée encore pour la petite coupure, le petit problème technique. Malheureusement, ce sont les aléas du direct. On essaye de faire en sorte que ça n'arrive pas, mais voilà, ça arrive parfois. Désolée. Et merci à tous. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 11 avril prochain à 11h pour le 93e webinaire Parlons RH. Pour l'occasion, je recevrai Pierre-Jean Quénardel, qui est Marketing Manager France chez Deal, et on parlera de comment recruter à l'international en 2024. J'espère vous y retrouver nombreux. Merci encore Jean-Charles. Merci à vous Manon et merci à tous nos auditeurs. Et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt.